Certains disent de lui qu'il est arrogant, cinglant, qu'il a un front de bœuf, qu'il n'a pas peur des coups. En tout cas, il ne laisse personne indifférent. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'Effet du Sceau. Luc Lavoie est aujourd'hui bras droit de Pierre-Carl Péladeau dans l'Empire québécois. Et à ce titre, c'est lui qui va au front pour défendre la partie patronale dans le conflit chez Vidéotron, un conflit qui dure depuis le 8 mai dernier et qui risque de durer encore longtemps, tellement les partis sont braqués. Luc Lavoie ne gère pas sa première crise. Ancien journaliste pour le réseau TVA à Ottawa, il devient tour à tour conseiller des Marcel Masse, Lucien Bouchard et surtout Brian Mulroney. Puis, il passera 8 ans chez la firme de relations publiques nationale où il conseille politiciens, dirigeants d'entreprises, des vedettes, même Céline Dion. Luc Lavoie incarne-t-il la ligne dure chez Vidéotron? En fait, est-il le tough de Vidéotron? Voici un extrait. Je répète ici à votre émission que des gens qui se promènent avec des haches et qui coupent des câbles sont des voyous. J'ai pas dit que les grévistes et les syndiqués étaient des voyous. J'ai dit que les gens qui font ça sont des voyous. Luc Lavoie, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Si on vous a invité, Luc Lavoie, c'est que, est-ce qu'on peut dire que vous êtes devenu l'incarnation, pour une partie en tout cas, de ce qui est devenu le conflit à Vidéotron, l'image, le porte-parole d'une entreprise en ce moment? Moi, je suis le porte-parole de Québécois et de ses diverses filiales et évidemment, ce conflit-là m'a donné plus de visibilité que ce serait normalement le cas. Vous êtes, on peut dire, le numéro 2, le bras droit de Pierre-Carl Péladeau? Je suis un des 2 vice-présidents exécutifs, oui. Un des 2 vice-présidents exécutifs. Alors, on voulait vous parler de vous, de ce que vous êtes, qu'est-ce qui me motive, quelle est votre vision. Quand vous lisez sur vous que vous êtes abrasif, que vous avez un front de bœuf, que vous êtes arrogant, cinglant, qui ne laisse personne indifférent, qui n'a pas peur des coups. J'ai même lu quelqu'un qui disait qu'il y a un style beding-bedang et tout ça. Est-ce que... Je peux vous dire où vous les avez pris, en plus. Ben vous avez bien lu. Alors, que pensez-vous de ce profil qui est fait de vous? D'abord, vous venez de mettre bout à bout là, des extraits d'un article dans l'Actualité, puis un autre dans la presse, puis un autre dans le Journal de Montréal. Et dans le Devoir. Puis dans le Devoir aussi. Alors, si on met ça bout à bout, tout ensemble, ça fait beding-bedang. Je pense que c'est un peu plus nuancé dans certains cas, pas dans tous les cas. Mais qu'est-ce que ça me fait? Tant que ça ne devient pas très personnel, ça me fait vraiment rien du tout. Sinon que de me dire que ça projette un peu une image unidimensionnelle de ma personne, mais ça fait partie du jeu, si vous voulez. Quand on accepte d'être sur la place publique, on accepte d'être dans la controverse, on accepte d'être dans le trafic, si je peux me permettre l'expression, ça vient avec les coups. Voilà. Mais est-ce que c'est une image donc, qui manque de nuances, mais qui n'est pas juste? Ou est-ce que c'est un ton que vous avez choisi d'avoir dans l'exercice de vos fonctions, que ce soit maintenant à la lumière de ce conflit-là ou dans d'autres situations de crise? Bien, prenons par exemple la citation beding-bedang qui venait d'un concurrent, en l'occurrence Yves Dupré de la firme BDDS. Bon, c'est un concurrent. C'est facile de dire ça parce que, effectivement, quand je pratiquais le métier de consultant, il y avait une niche pour moi qui était la gestion de crise. Forcément, gestion de crise implique bien de l'émotion. Bien de l'émotion implique que des dossiers émotifs, ça se traduit par des questions émotives puis des réponses parfois aussi dures que les questions l'ont été. Mais je pense que, sans prétention aucune, c'est certainement pas un portrait juste de ma personne. Je veux dire, je ne pense pas être unidimensionnel à ce point-là. Alors, comment définiriez-vous ce que vous êtes, votre style, votre ton? Ah, mon Dieu! Moi, je suis quelqu'un qui fait son travail. Hein. On parle ici du côté professionnel. Moi, je fais mon travail. J'essaie de le faire dans le respect des autres. J'essaie de le faire avec autant de rigueur que je peux. Et j'essaie de le faire avec autant d'honnêteté et d'intégrité que je peux. Voilà. Est-ce que... Et si effectivement je suis né avec une grosse voix et un visage un peu carré, bien ça... C'est pas des traits physiques. Non, mais je veux dire... C'est quelqu'un qui... Oui, mais honnêtement, Anne-Marie, ça fait partie de... Le fait que j'ai une grosse voix, par exemple,
souvent des gens vont me dire, je l'ai appelé, puis il avait l'air très fâché. Je n'étais pas du tout fâché, mais c'est parce que ma voix donne cette impression-là. J'ai entendu des entrevues de vous au cours de l'été. Est-ce que, par les mots choisis, parce que vos répliques, vos réparties sont cinglantes, parfois. Pour certaines personnes, elles sont arrogantes. Pour le syndicat, bien sûr, elles sont inacceptables. Mais est-ce que c'est un ton qui est naturel ou qui est stratégique dans un conflit comme celui-là? Est-ce que c'était calculé, vous qui avez conseillé tellement de gens en images depuis 20 ans ou presque? Mais si, effectivement, vous avez écouté plusieurs entrevues que j'ai accordées, je n'avais pas toujours ce ton-là. Je n'avais pas toujours ce ton-là. Vous êtes tout doux, là. Mais généralement, j'avais le ton que j'ai là, mais c'est que ça frappe plus. Mais je peux vous dire une chose, moi, quand un syndicat décide de faire au-dessus de 30 millions de dollars de dommages à la propriété de l'employeur contre qui il se bat, ça a tendance à me donner envie de dire des choses assez cinglantes comme celles que j'ai dites. C'est sûr que là, vous êtes un syndicat. Le syndicat a publiquement désavoué des gestes criminels. Il y a des accusations qui sont portées contre quelques individus. Contre 11 individus. 11 accusations criminelles. 11 individus avec des accusations criminelles. 30 millions de dollars de dommages, quand même. Sur 2200 et plus. Mais j'ai dit très souvent, d'ailleurs, très souvent, j'ai répété que j'étais convaincu que c'était l'œuvre d'une infinie minorité parmi les 2200 membres du syndicat qui sont allés en grève le 8 mai. Est-ce que, donc, je le maintiens, c'est une infinie minorité. Est-ce que le ton qu'on a pu percevoir au fil des mois dans ce conflit-là, donc, a pu faire en sorte qu'on a l'impression qu'il y a une ligne dure dans le ton et dans le contenu? Vous aviez vous-même déclaré à un moment donné, on ne reculera pas d'un millième de pouce. C'est vrai. Ça ne laisse pas beaucoup de place à la négociation, à l'ouverture, ça. Bien, c'est-à-dire qu'il faut voir un peu l'historique du conflit. Là, à partir de janvier, quand on a été s'asseoir avec le syndicat, puis qu'on leur a mis les choses sur la table, on ne peut quand même pas nier la réalité au-delà de la rhétorique. Voici les chiffres, soyons complètement transparents. Voici tous les dirigeants de l'entreprise qui vont répondre à toutes vos questions. Il faut réduire notre base de coûts. Point. Sans ça, on s'en va vers la mort lente. Et que le syndicat vous répond, et je cite les propos qui sont cités dans les procédures qui sont maintenant devant le Conseil canadien des relations industrielles, si vous allez dans cette direction-là, on va vous détruire votre business, on va détruire tous les business à Pelado. Ça a été dit privément, c'est maintenant dans les procédures judiciaires. Et le 1er mai, 7 jours avant le déclenchement de la grève, vous avez le président de la FTQ qui dit, ceux-là, on va les dompter comme il faut. Alors, je ne sais pas comment on est supposé de réagir à ça. On est supposé de dire, ils vont nous dompter. Alors, attendons voir. Non, on ne peut pas. Ça ne marche pas. Mais est-ce qu'il y a une ligne dure? Il n'y aurait pas eu de ligne dure si le syndicat n'avait pas choisi la ligne dure. Le syndicat a choisi une ligne de nous dire, si vous envisagez même de regarder dans cette direction-là, on va vous détruire votre business. Alors, on devient dur, c'est sûr. Est-ce que, encore une fois, ce ton-là ou cette ligne dure-là, c'est une ligne dure qui est choisie au niveau de l'entreprise, qui est celle que vous choisissez ou celle que M. Pelado choisit? Comment ça se passe, la détermination d'une stratégie comme ça? Est-ce que c'est à l'image de cette ligne dure, de l'image que même les médias font de M. Pelado, de Pierre-Carl Pelado? On a une situation difficile. Une compagnie qui a grandi, qui est née dans un cadre monopolistique et qui, à travers ces années de monopole, a donné à ses travailleurs des conditions de travail absolument exceptionnelles et grand bien leur face. Je suis très heureux pour ceux qui en ont bénéficié. Du jour au lendemain, et ça s'est rarement vu dans le marché au Québec et au Canada, passe d'une situation de monopole à une situation de concurrence, mais de concurrence agressive et très, très féroce, qui fait que, dans un contexte comme celui-là, on doit prendre des décisions. Ceux qui ne prennent pas de décision sont ceux qui s'en vont vers la faillite. On n'ira pas vers la faillite parce qu'on croit que Vidéotron est une compagnie qui peut grandir, qui peut évoluer dans ce contexte concurrentiel, mais il faut complètement vivre une révolution de la culture d'entreprise. Mais là, on est dans un cul-de-sac. Ça fait des mois que ça dure. Grève d'abord, suivi d'un lock-out, échec d'une médiation. Et M. Pelado, Pierre-Carl Pelado, à la presse, à la fin du mois d'août, disait peut-être qu'à certains moments, on a été trop dur. Peut-être que les syndicats sont difficiles à convaincre, ou c'est peut-être nous qui avons mal fait notre travail. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? De la même façon qu'Henri Massé a dit dans la presse une semaine plus tard, oui, j'ai été trop loin en tenant ces propos-là. Vous savez, comme disait Jacques Prévert, les feuilles mortes se ramassent à l'appel et les souvenirs et les regrets aussi. Alors, il a dit, paraît-il, des propos, M. Massé, qu'il a regretté.
Moi, je n'ai pas particulièrement de regrets. Quand on se lève le matin puis qu'on vient de nous annoncer qu'un câble a été sectionné sur 20 km à 122 endroits différents, je trouve que c'est malicieux, je trouve que c'est destructeur, je trouve que c'est criminel et je trouve que c'est inacceptable, quelles que soient les circonstances et quel que soit le débat. Donc, pas de regrets sur le ton, pas de regrets sur la stratégie, pas de regrets. Et donc, à ce moment-là, quand M. Pellado dit ça, est-ce que vous pouvez, dans votre fonction, vous êtes obligé de dire, bien, c'est le patron qui parle? Est-ce que il n'a pas dit on regrette. Non, il a dit peut-être qu'on a été... Voilà, on a je peux le dire aussi. Peut-être que des fois, on aurait pu être plus doux. Oui. Et eux aussi, alors, ça sert à quoi, là, exactement, comme débat? Parce que, puis comprenez bien ma question, sans d'aucune manière légitimer quelque acte de violence, quelque acte criminel, que ce soit, les tribunaux vont en décider. L'enjeu, bien sûr, c'est des compressions, hein, bien sûr, une récupération d'au moins 15 millions de dollars reliés au transfert de 600 employés et un peu plus en sous-traitance. Bon. Évidemment, des syndiqués exercent un droit de grève qui a été suivi par un lock-out. De cette ligne, eux disent on n'en sort pas. On veut que ça se discute, ça. On veut que cette question-là, ce soit sur la table. Vous autres, vous dites non. Si on n'accepte pas le fait que ces employés-là, c'est parti pour toujours, on n'avancera pas. Oui, quand c'est la ligne dure comme ça, il faut en sortir. Qui va en sortir? Je ne sais pas, mais cette ligne-là, c'est en janvier, on leur a dit voici l'offre qui est sur la table. C'est une compagnie que vous connaissez bien, elle a été créée par votre syndicat. On a une offre, là, ici, elle est écrite, on vous la montre, la voici, et elle nous permet d'économiser 15 millions de dollars par année. Alors, on peut continuer à le faire à l'interne, si vous voulez, ces travaux-là. On serait les derniers, les seuls au Canada à continuer à le faire à l'interne, mais envisageons de le faire à l'interne. Mais dites-nous ce que vous êtes prêts à faire pour réduire un taux d'absentéisme qui frise les 20 pour réduire, qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à une solution? Rien. Ils nous ont dit qu'ils allaient détruire nos business. On a passé 3 mois. On leur a donné des étapes et des étapes. On leur a dit, on va aller de l'avant. Et quand on est allé de l'avant, soudainement, ils disent, c'est inacceptable. Mais ils ont refusé d'en parler. Pourquoi est-ce qu'on en parlerait aujourd'hui? Il n'est pas question, la transaction elle est clôturée, le chèque a été encaissé, les équipements sont transférés, et ces 646 techniciens travaillent maintenant pour une autre entreprise. D'ailleurs, je vous souligne qu'à Hull et Chicoutimi, où il n'y a pas de grève, ils travaillent là. Et ça va très bien. Il y a une trentaine d'employés. 37 sur les 600 là, qui sont... Les autres, eux, sont comme... Ils sont en grève contre Alentron. Contre Alentron, donc... mais encore une fois, donc, je m'adresse à vous comme stratège, parce qu'actuellement, on a l'impression que c'est un conflit qui va durer pour toujours, qui est absolument interminable. Et vous avez déjà dit que vous, votre credo, c'était de toujours dire la vérité en situation de crise. C'est vrai, oui. Si je vous pose la question d'un échéancier dans la tête, avez-vous un échéancier en tête? Non. Jusqu'à quand cette grève-là peut durer? Je vous dis la vérité, c'est que je pense que la grève va durer aussi longtemps que le leadership syndical va tenir une rhétorique pareille. Parce qu'après tout, vous savez que le syndicat vous répondra la même chose. Non, parce que non, c'est pas de la rhétorique. Nous, les faits sont sur la table. Ils nous ont jamais fait une demande. Ils nous ont jamais fait une proposition. Si demain matin, Anne-Marie, on décidait que, d'accord, on va aller de l'avant puis on va accepter un certain nombre des demandes syndicales, ils n'en ont fait aucune. Depuis le mois de janvier... Ils disent que c'est vous qui êtes en demande. Ils n'ont fait aucune demande. On leur a dit, je ne sais combien de fois, faites-nous une proposition, qu'on puisse au moins faire une comparaison, qu'on puisse au moins regarder. Donc, j'essaie de répondre à votre question. Ça va durer aussi longtemps que le leadership syndical va tenir un langage aussi dogmatique que celui qu'il tient. Est-ce que le prix à payer pour une entreprise n'est pas trop élevé? Est-ce que, dans le fond, une entreprise comme Québécois, qui a fait cette transaction avec 2,7 milliards de l'argent des Québécois, ne doit pas donner l'exemple en relation de travail, être un bon citoyen corporatif? On pense qu'on est un excellent citoyen corporatif. On a 54 000 employés dans le monde. On gère 149 conventions collectives. 40 de nos employés sont syndiqués et on a un seul conflit de travail. On est actif dans 18 pays du monde. On n'a pas de problème avec les FL-CIO ni avec la CGT en France. Et on n'a pas de problème avec la FTQ en général parce que dans les 12 derniers mois, on a signé 15 conventions collectives avec eux. Et j'ajouterais à ça que dans tous les secteurs où Québécois est actif, on peut dire, et vous le savez très bien, vous qui êtes journaliste, que les conditions qui sont consenties à nos travailleurs en font généralement les mieux payés et les mieux traités du secteur où ils sont actifs. Alors, on n'a pas de problème de citoyen corporatif. C'est pas parce qu'un chef syndical se promène et dit qu'on est anti-syndical, c'est les faits qui comptent. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai, c'est la vérité qui compte. Et la vérité, c'est ça. 149 conventions collectives, il y en a une où il y a un conflit de travail et où les chefs syndicaux tiennent un langage absolument époustouflant.
Parce que renversant. Ils disent n'importe quoi. Ils disent la même chose de votre langage aussi. Non, mais notre langage, il est simple et il est limpide. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent qui est n'importe quoi de notre langage. Quand j'ai dit, par exemple, et c'est là-dessus qu'ils sont accrochés, là, quand j'ai dit, par exemple, que les gens qui se promènent avec des haches et qui coupent des câbles sont des voyous, je répète ici à votre émission que des gens qui se promènent avec des haches et qui coupent des câbles sont des voyous. Je n'ai pas dit que les grévistes et les syndiqués étaient des voyous. J'ai dit que les gens qui font ça sont des voyous. Alors, c'est pas dire n'importe quoi. Dire n'importe quoi, c'est dire, par exemple, qu'on réduit de 40 % les conditions de travail de tout le monde, alors qu'on sait très bien que s'ils reviennent au travail demain, ils vont faire 3,5 % de plus qu'au moment où ils ont déclenché la grève. Est-ce que, dans le fond, la dette de Québécois ne nourrit pas le conflit dans la mesure où il faut vraiment faire des compressions de 15 millions en transférant ces employés, et que de toute une certaine façon, est-ce qu'on demande aux salariés de payer la note à ce moment-là de la dette de Québécois? Moi, la raison pour laquelle... C'est un sentiment qui court, ça. Moi, la raison pour laquelle je me sens tout à fait à l'aise dans ce dossier-là, mais vraiment tout en conscience le matin, quand je me rase et tout, j'ai aucun problème avec ça. Là. Vous regardez dans le miroir le matin. Tout à fait, j'ai aucun problème avec ça. C'est que la réalité crève les yeux. Quand on passe d'un monopole à un monde de concurrence, le monde vient de changer. Et le monde doit changer. Vidéotron est une compagnie qui est en sureffectif, est une compagnie où le taux d'absentéisme est le plus élevé dans les industries de plus de 200 employés au Canada. Vidéotron est une compagnie qui a besoin de se réveiller à la réalité de la concurrence, et ceci n'a strictement rien à voir avec les pertes de valeur dont vous parlez, qui sont un autre débat, qui est un débat valable et légitime. C'est québécois. Oui, mais ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec le fait que Vidéotron est une compagnie qui, pour survivre, doit réduire ses coûts, sinon elle va crever. Parce que quand ma moyenne que je charge à mes abonnés est autour de 35 $ puis que mon concurrent le fait à 22, j'ai un sérieux problème. J'ai un très gros problème. M. Péladeau disait aussi en entrevue récemment que, dans le fond, devant ce conflit, vous êtes convaincu chez vous que, c'est l'analyse que vous faites, j'imagine que vous la faites personnellement, que vous avez l'appui de l'opinion publique. Est-ce que c'est ce qui guide votre stratégie? Non, pas du tout. On n'est pas du tout en campagne électorale. Nous, on n'est pas du tout dans ça. C'est la logique du secteur privé qui prévaut. Les chiffres, on les a exposés. M. Péladeau est allé dans la fosse aux lions, à la presse, puis au Soleil, puis à la Gazette. Moi-même, j'étais Parce que c'est plus c'est plus la fosse aux lions, à la Gazette, à la presse qu'au Journal de Montréal ou qu'à TVA. Ben, si Excusez-moi, mais non, mais voulez-vous que je réponde à celle-là aussi? OK. Répondons à celle-là. La seule fois où on a fait une attaque très personnelle contre moi depuis le début du conflit, c'était où? C'était dans le Journal de Montréal. Alors, ma réponse à ça, c'est, j'espère qu'on va nous laisser tranquille avec l'idée qu'on contrôle le contenu de nos journaux. C'est la seule fois où j'ai été attaqué personnellement d'une façon vicieuse. Peut-être aller au conseil de presse? Non, je les laisse passer. Est-ce que, quand on a, la ligne dure, parce que je sais un peu le fil conducteur, la stratégie, le ton de la ligne dure... Elle était facile, celle-là, Elle était assez facile, celle-là. La ligne dure, c'est toujours... Est-ce que vous vous dites la ligne dure, c'est gagnant? Un peu comme Jean Chrétien. Hein? Jean Chrétien a souvent eu la ligne dure avec, en politique. Je fais une analogie, une comparaison. Est-ce que la ligne dure, vous vous dites, on va gagner au bout? À l'usure, on va gagner la ligne dure. Et c'est plus important de gagner, donc, soit d'être rentable pour une entreprise qui est tout à fait légitime par ailleurs. C'est plus important ça que d'être aimé comme entreprise, comme image d'entreprise ou comme Pierre-Carl Péladeau, comme Luc Lavoie. Je vous pose la question. Bien, ça n'a vraiment strictement rien à voir. On est gestionnaire de l'avoir des actionnaires et notre job, c'est que ça marche. Et à l'heure actuelle, chez Vidéotron, ça ne marche pas. Le Journal de Montréal, ça marche très bien. À TVA, ça marche très bien. Chez Québécois World, ça marche très bien. Dans toutes les composantes de Québécois, ça marche très bien. Chez Vidéotron, ça ne marche pas parce que la base de coût de l'entreprise est trop élevée. C'est simple, c'est clair, et on ne peut pas changer la réalité. On peut avoir des débats qui durent éternellement, mais on ne peut pas nier la réalité. Mais le temps va passer. Nous, la question, c'est pas si c'est important de gagner ou pas, c'est qu'on n'a pas le choix. Si on signe ce que le syndicat, nous présumons, voudrait qu'on signe parce qu'ils ne nous ont fait aucune offre, c'est garanti qu'on s'en va en faillite. Toujours sur cette ligne dure-là, avez-vous l'impression d'aller au front, et c'est votre travail d'aller au front pour l'entreprise? Oui, tout à fait, tout à fait. L'entreprise ou M. Péladeau, peut-être qu'on se trompe en disant ça, je vous pose la question, quand il peut laisser aller des gens, avez-vous l'impression, en allant au front, d'être désavoué à un moment? Avez-vous peur de ça des fois, ou d'être sur un siège éjectable, de dire une fois quand la job de bras va être faite, est-ce que ça vous trotte dans la tête? C'est pas des jobs faciles? Honnêtement, non. Non. Cet aspect-là, non. On ne sait jamais, quand on est dans des jobs comme celle-là,
que les syndiqués se sentent rassurés. On a guère plus de sécurité d'emploi qu'eux, mais je ne vois pas à l'heure actuelle de problème en ce sens. Est-ce que Pierre-Carl Pellado, pour vous, c'est un patron ou un ami? C'est un patron. C'est un patron. C'est mon patron. C'est le dirigeant de l'entreprise, Ouais. avec qui j'entretiens des relations très amicales, mais c'est des relations professionnelles, et c'est mon patron. Ouais. Quand vous étiez avec Brian Mulroney, vous étiez conseiller bras droit d'un premier ministre. Être bras droit d'un chef d'entreprise, est-ce que ça change la donne? Est-ce que, quant à la transparence ou l'imputabilité ou l'ouverture qu'on doit avoir? C'est très, très, très différent parce qu'en politique, c'est un monde beaucoup plus complexe où les sources d'intervention sont tellement plus multiples et constamment en mouvement. Et c'est l'art du possible, hein, la politique, tandis que la direction d'une entreprise implique quelque chose de beaucoup plus froid, qui est qu'en bout de ligne, il faut livrer la marchandise aux actionnaires, il faut livrer un rendement acceptable pour que le marché continue de nous suivre. C'est d'où l'impression, l'image de la ligne dure, du tough de Vidéotron. Êtes-vous le tough de Vidéotron? Suis-je le tough de Vidéotron? Si ça peut les amuser de penser non, mais que je suis c'est le vous tough que je de pose la Vidéotron. question. Non, moi, je ne me considère pas du tout un tough, sauf que je regarde le discours syndical de l'autre côté, puis je me dis, bon... Si vous me permettez, j'aimerais ça vous replonger quelques secondes dans votre ancien rôle de conseiller sur l'actualité politique. Bien sûr, bien sûr. Si vous aviez à conseiller aujourd'hui Jean Charest, je vais vous poser la question pour Bernard Landry. Oh là là. Une petite vite sur Jean Charest. Oh my God. Oui. Hein? Oui. Ce serait quoi? C'est quoi? Est-ce qu'il y a un problème d'image? Est-ce qu'il y a un problème de contenu? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais vous la poser pour les trois. J'aime moins ça, mais enfin, je vais essayer. Je dirais que Jean Charest, à l'heure actuelle, il faut qu'il reste calme. Il faut qu'il reste orienté sur ses objectifs, puis il faut qu'il ne dévie pas du tout, parce qu'il ne faut pas qu'il se laisse bousculer par le bruit ambiant. Et Bernard Landry? Bernard Landry. C'est un peu plus difficile parce qu'il est la victime de l'usure du pouvoir. C'est un parti qui est au pouvoir depuis 8 ans déjà, qui va probablement se présenter aux élections après 9 ans. Et je ne connais pas beaucoup de partis en Occident qui sont réélus après 9 ans de pouvoir. Vous avez connu ça, vous? J'ai connu ça, mais je n'étais pas là au moment de la défaite, mais disons que j'ai connu ça. Oui, ouais. Oui, tout à fait. Mon patron. Ouais. Mario Dumont. Mario Dumont, la chose, et je pense qu'il l'a dit lui-même, la chose la plus importante pour lui, c'est de faire attention à ses nouveaux amis. Quand soudainement on passe du point zéro et qu'on arrive au nirvana de la popularité, soudainement on a beaucoup d'amis qu'on n'avait pas avant. Il faut être un peu sélectif. Il y a ça qui, je pense, que je lui dirais à Mario Dumont. Et je lui dirais aussi de pas trop se faire d'illusions. Ça change très, très vite, ces affaires-là. Qui a oublié le phénomène Kim Campbell, qui, à l'été 93, était tellement populaire que les sondeurs n'arrivaient pas à expliquer son niveau de popularité. Et quand elle s'est mesurée à Jean Chrétien en élection, il lui restait 2 députés. Il faut faire très attention à tout ça. Luc Lavoie, merci d'avoir été avec nous ce soir. Prie. Merci. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous invite en terminant à nous faire part de vos commentaires et bien de vos suggestions à l'adresse Internet qui apparaît en ce moment à l'écran. Au nom de toute l'équipe, merci de nous avoir reçus chez vous et à la prochaine. Au revoir.